l'on a 16 ans. On se meurt dans un bar devant un verre vide. On aime la musique, les lustres éclatants. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. On marche 2 minutes sous ce ciel gris noir pour revenir ensuite dans un lieu malfamé. On essaie de parler mais on n'est pas bavard. On se demande pourquoi tant de temps ont passé. Puis un jour une fille au grand mouvement vif s'assoit pas loin de vous et vous la remarquez. Et comme elle vous trouve immensément naïf, dans le fait du hasard vous l'avez embrassé. Oh. Pas très longtemps plus tard, seul et plein d'innocence, on aime les beaux yeux de cette jolie fille. Ce n'est que peu après cette dernière danse que ce sentiment fou vous a donné asile. Vous êtes bien heureux en étant avec elle, et vous croyez longtemps qu'elle l'est aussi. En la voyant si douce, en la voyant si belle, vous vous sentez un homme et vous aimez la vie. Oh, and I'm meeting my love. Passé, j'ai vu mon temps finir, et l'on voit dans ses yeux un amour qui s'enfuit. Il s'en va vers la grâce d'un autre qu'elle admire. Il adorait un soir, a bien daigné vous dire I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez un verre pour le revoir vide. On n'est pas sérieux lorsque l'on a 16 ans. Puis on repart dehors pour voir un ciel aride. I'm meeting my love, I'm meeting my love, I'm meeting my love. C'est important d'éclaircir la gorge juste avant de prendre la parole. Alors, j'ai compris que ça sature rapidement. Inutile de parler fort à côté de ces micros. Navré. Oh l'enculé. C'est vrai qu'il faudrait que je mette un panneau attention si tu mets play sur cette vidéo. Ben, je risque d'avoir par moment des désagréments sonores manifestes. Oui, je m'étais dit à un moment en faisant... Là j'ai enregistré 1 heure de son à peu près. Bon, avec des sujets bateaux à la con, ça me permettra un peu plus détailler les choses que j'ai pas dit au début. Et je crois que je vais pas me faire chier à commenter pendant le machin et tout. Je vais d'abord mettre la chanson de mon père, mettre ce que je viens d'enregistrer maintenant, là, de suite, en parlant. Et après, vous balancez tout le flux de données avec la lecture automatique de YouTube. Ça finit sur de la techno. Hein. Mais j'avoue que ça lagouille un peu, ça merdouille un peu. Ouais, bref. Qu'est-ce que j'aurais pu vouloir dire? Ah oui, j'ai eu un truc ovni et tout, Astronogeek. Je l'ai pas écouté et tout.
C'était juste pour mettre un peu dans l'idée des personnes qui se perdraient par ici que, hey, les ovnis, pourquoi pas. Le mec, apparemment, il décortique et il dit blabla, blabla, blabla. Bon, je n'ai pas regardé la vidéo, en plus, je ne l'ai même pas mis en entier. Je me suis servi de sa voix. Ah, au début, j'ai enregistré sans écouter le son, donc je l'ai coupé, je l'ai remis et tout. Bref. Les ovnis, pourquoi pas. Je sais pas si vous avez repéré les trucs bizarres anciens. Pas plus tard que il y a, je sais pas moi, 1 ou 2 mois. J'ai vu dans le ciel, bon, c'est dommage, hein, j'avais un témoin oculaire à côté, mais j'avais les yeux sur Facebook, donc elle n'a pas vu ce que j'ai vu. Une sorte de lumière qui devient de plus en plus intense et qui après s'arrête et hop là, le noir, le noir. Trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tout est possible. Et le sujet abordé dans la vidéo. Ah ouais, c'est vrai, l'histoire des gilets jaunes, tiens. Ouais, j'ai mis le clip rap des gilets jaunes pour lequel Soral a été condamné. Ouais, il a pris une truc, je crois, 20 000 ou 30 000 Soral parce que dans le clip vidéo de la chanson qu'on entendra, enfin dans le rap gilet jaune que j'ai copié là dans l'enregistrement, ils ont le passage sur BFL, ils l'ont couplé à une image où tu as une photo de BHL qui brûle. Ça rappelle les heures les plus simples. On a beaucoup souffert. Donc bon, c'est un petit soutien à tous à ce rap que je trouve que toute la production des sons qu'il y a eu pour la période Gilets jaunes, c'était le meilleur rap. En plus, il parle de référendum d'initiative populaire à l'ancienne, quoi. C'est pas des gars qui se sont réveillés avec le mainstream, ils connaissaient déjà le sujet bien avant. Quoi d'autre? J'aurais aidé comme info là. Ah oui, Pierre Hillard qui a sorti son nouveau bouquin là, qui rajoute une petite recherche historique sur les implications du sionisme dans le régime nazi. Bon, ça se déguste sans fin, bien sûr. Ah là là. C'est quand même. C'est vrai qu'on ne réfléchit pas assez à la théorie de et si seulement les juifs qui n'étaient pas pour l'ordre sioniste en Israël auraient fini dans les camps. C'est ce que je veux dire? Parce que tous les juifs qui n'ont pas voulu aller en Israël, ils ont fini dans les camps. C'est une façon intéressante d'analyser l'histoire. Et quoi d'autre que j'aurais eu? Tac, 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 tac. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, ma théorie sur le Covid. Alors, j'ai pas fait play sur la vidéo de Jean Covid. Enfin, non, je sais pas comment ça s'appelle. L'économiste là, qui a balancé le livre 666, je sais pas quoi. Apparemment, selon le mec qui s'amuse à compter les chômeurs, les licenciés annuels depuis 20 ans, là, et ben là, on a pété un record, 1 million de chômeurs, de chômage provoqué, de nouveaux chômeurs dus à la crise du Covid, quoi. C'est vrai que j'ai parlé que de l'arnaque sur les stats, combien il y en a qui sont morts, combien on a piqué au Rivotril, tout ça. Mais j'ai pas balancé le mode conspirationniste, théorie du complot, pourquoi ils ont mis en place le Covid. À part pour nous pucer avec le vaccin. Il y a tellement d'avantages avec cette situation quand tu es très très riche au niveau des banques. Déjà, prends des banques qui doivent faire faillite depuis 2008, qui font une inflation réelle des différentes monnaies euro-dollar de 15-20% par an, et qui, par la force des armes de la corruption politicienne, affichent une inflation de l'ordre de 1 ou 2%, quoi.
qui devrait donc être en faillite depuis une dizaine d'années. Et que là, ils arrivent à un moment où il y a un tel décalage entre l'impression du dollar pour maintenir à flot ce système économique corrompu et l'imposition de la valeur de ces mêmes billets pour le bas peuple qui doit suer des heures et des heures pour grappiller en réalité des centimes réels, quoi. Parce que bon, c'est normal qu'en l'espace de 2 clics, le banquier il puisse faire autant de chiffres de bénéfices qu'un gars qui va travailler 20 ans, 30 ans dans sa vie. Et encore maintenant, avec les échelles des sommes en circulation, c'est bien plus que ça, les milliards, les milliards, les milliards. Enfin bref. Et du coup, le Covid aura quand même réussi à faire en sorte que les plus honnêtes fassent faillite avant les plus malhonnêtes. Ah ouais, hein, tous ceux qui n'avaient pas la trésorerie nécessaire ou les appuis politiques nécessaires pour survivre à la crise du confinement ont dû mettre la clé sous la porte. Hein, d'après, je confonds tout le temps le climatologue, enfin, le gars là, de la science pro-nucléaire, Jean Covici, avec l'autre là. Et le gars un peu chauve, petit barbu, tête ronde, là, les yeux noirs. Ouais. Bon, un peu gras. Oh, il a une tête qui fait rigoler, mais c'est quand même bien ce qu'il a fait. De toute façon, je suis sûr que c'est avec qui je parle. Si, c'est le bouquin, là. Ouais, je suis sûr. Il y a 1 million. Ça veut dire que ça a mis 1 million de gars sur le carreau, le délire du Covid. Pour apparemment 30 000 morts. Et encore, hein, si on parle des morts de la grippe saisonnière qui varie depuis toujours entre apparemment 5 000 et 20 000, moi je prends exactement les plus basses estimations que j'ai entendues et les plus hautes estimations que j'ai entendues. Une fourchette, quoi. Et qu'on prend apparemment les 20 000 qui se sont pris le trip au Rivotril. Ouais, ça fait un peu moins de 10 000 morts de la grippe cette année, comme d'habitude, plus un euthanasie forcée pour gonfler un chiffre. Bon. Donc, fausse crise sanitaire qui a provoqué en réalité 1 million de chômage. Et du coup, les banquiers ils vont pouvoir... Le pire, c'est que les banquiers vont pouvoir récupérer les outils de travaux que les mecs ils n'ont pas pu tenir à cause du confinement. Alors d'ailleurs, ça sera bradé aux enchères. Quelle arnaque, mais plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, c'était aujourd'hui, j'avais que ça à dire. Ah oui, aussi le sujet des mères porteuses, comme d'hab, hein, le progrès suit son cours. J'aime bien Damien Viguet parce qu'il est vraiment dans le délire de l'avocat, tu sais, qui essaye de trouver ses mots impartial, objectif, et qui balance tous les exemples possibles, quoi. Et en plus, il a une grosse profondeur historique, quoi. Il remonte jusqu'au début des écrits, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire à nouveau un petit bonjour et rajouter de la donnée inutile sur YouTube. Tu peux passer la vidéo, ça risque d'être long et ennuyant comme d'habitude. Des gros bisous aux copains, merci pour les commentaires. À la prochaine. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. Comme d'hab, en allant sur nordvpn.com/astronogeek et ou en utilisant le code astronogeek, vous pouvez bénéficier de moins 70% sur l'abonnement de 3 ans et 1 mois gratos. Nous sommes le 9 janvier 1981 au GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Un telex arrive. Il provient de la gendarmerie de Draguignan. Et il dit ceci. La veille, à Trans en Provence, un témoin, attiré par un sifflement étrange, a aperçu un objet se poser dans son jardin. Lorsque le témoin s'est approché, l'objet, de forme ovoïde, gris, sans hublot ni antenne, redécolle soudainement sans soulever de poussière jusqu'à une hauteur d'environ 25 mètres avant de filer à toute vitesse vers l'est. Cet engin n'a pas eu d'effet particulier sur le témoin qui n'a vu aucun être à proximité. Il reste au sol 2 traces en forme d'arc de cercle ressemblant à des marques de pneumatiques.
Ceci est ce que l'on appelle une rencontre du deuxième type. Et elle va devenir l'une des plus célèbres affaires d'OVNI en France. En 1972, l'ufologue américain Joseph Allen Hynek propose une échelle classant les observations d'OVNI. La rencontre du premier type, c'est l'observation distante d'un OVNI par un témoin. Et quand on sait que la plupart des gens ne savent pas identifier un bolide quand ils en voient un, ou ne savent pas ce qu'est un flash iridium ou un nuage lenticulaire, ça nous laisse quand même une sacrée marge pour les erreurs d'interprétation. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, un témoignage, ça vaut pas grand-chose. Ce qui est beaucoup plus solide, ce sont les preuves matérielles. Ça, c'est la rencontre de deuxième type, quand l'OVNI est observé et laisse des traces. La rencontre du troisième type, c'est quand un ou plusieurs témoins observent non seulement un OVNI, mais aussi ses occupants. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du film de Spielberg. La classification de Hynek a été complétée par la suite. La rencontre du quatrième type, c'est l'enlèvement par les extraterrestres. Le cinquième type, c'est la discussion avec eux. Le sixième type, c'est quand un témoin ou un animal est tué par des extraterrestres. Et le septième type, c'est quand le témoin a des relations sexuelles avec eux. Non, c'est impossible! Ils mentent! On doit faire quelque chose pour les retenir! Pour votre sécurité, ne leur faites pas le moindre signe! Ils croient que nos mains On est dans le droit de défendre nos libertés, c'est inadmissible! C'est inadmissible! La vidéo a été quelques minutes, c'est inadmissible, c'est pas notre France! Chasser le naturel. Revenons à notre rencontre du deuxième. Je ne même pas un vote dans l'urne, c'est mort. Le peuple français est quand même plutôt cool, mais quand on se vénère, Il faut changer des choses et on lâchera rien! Voilà, on veut tout voter par référendum, on veut voter nos lois. Gilets jaunes, gilets jaunes. Mais ça, on baissera les bras! On est des Gaulois, je l'ai entendu! La violence, c'est nous qui la subissons tous les jours. C'est ça la violence, c'est demander aux Français de se serrer la ceinture tous les jours. Pendant qu'eux, ils détournent des 100 milliards en short chaque année, elle est là, la violence. C'est pas de la ça monte! C'est des fils ratantes, ça mange! Un tsunami de travailleurs vénères déferle sur la France qui bosse à la semaine et qui proteste le week-end. Des prolos patriotes, très fâchés, pas fachos pour un sou, exaspérés de galérer pour joindre les deux bouts. Qui voient une élite décadente totalement déconnectée, une classe dirigeante arrogante coupée de leur réalité. Des petits barons méprisants qui se comportent comme des parasites. Des mecs payés 10 000 par mois pour t'expliquer qu'il y a plus de fric. Des manifestations incessantes à propos de tout de rien. Les Français révoltés ont mis leur plus beau gilet jaune et bloquent le pays entier pour préserver la vie des mômes. On sait que Macron n'est qu'un pion sur l'échiquier de la finance, ce n'est qu'en virant les Rothschild que l'on pourra sauver la France. Faudra virer Attali et BHL aussi, mais l'urgence des urgences, c'est abroger la loi bancaire et imposer le référendum d'initiative populaire. Les gens commencent à piger comment l'oligarchie lénique, on ne se laisse plus abuser par la poudre aux yeux politiques. Voter pour désigner nos maîtres ne changera jamais rien, c'est en votant nous-mêmes nos lois qu'on devient vraiment citoyen. Gilets jaunes, mais ça non, on baissera les bras. Gilets jaunes, Il faut changer les choses! gilets jaunes. Et les médias ont pu tester leur code de popularité. Les corrompus, les suceurs de Macron. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont pu enfin vérifier que les pantins dans leur télé étaient payés pour les pipoter. Ils manipulent les faits et mentent par omission. Concours de contre-vérité dans toutes leurs émissions. Les Français se réveillent et découvrent la censure, la patrie des droits de l'homme et son arrière-coup de dictature. S'ils avaient été concentrés, ça ferait 30 ans qu'ils sauraient que la loi du marché ne tolère jamais qu'on la contredise. Les gens qui ont acheté les médias pour asseoir leur emprise. Et si on parle de médias et de Macron, faudra parler de Raïs, son cul planqué en Israël et qui paie pas d'impôts ici. Les médias sont pas scandalisés par les violences policières, cette brutalité d'État que l'on dénonce partout ailleurs. Les méchants dictateurs avec leur peuple sont tyranniques, mais nous on a les flashballs des droits de l'homme, les lacrymos démocratiques. Grenades explosives compatibles à la République, la BAC déguisée en casseurs pour pourrir le mouvement. Le grand retour des voltigeurs pour punir les meneurs. Des yeux crevés, des mains arrachées, des crânes qui volent en éclats. Si c'était en Ukraine, ça chalerait dans les médias. Si c'était en Iran, mon gars, on parlerait encore une fois d'aller leur faire la guerre là-bas. On bombarderait Téhéran, on virerait tous les mollahs et tout ça pour le bien des gens. Gilets jaunes, mais ça non, on baissera les bras. Gilets jaunes, Il faut changer les choses! gilets jaunes. Vous enlevez les
policiers lors des manifestations des Gilets jaunes, mais l'Élysée est pris d'assaut. C'est ça, c'est ça. On panique à Matignon, alors que l'État vacille. Tu m'étonnes. L'État tient à un fil, et ce fil, c'est la police. Ça fait pas lourd. Vous savez, si on continue comme ça, mais bientôt tout est par terre. Inch'Allah. On parle pas d'une minorité soi-disant opprimée, on parle de la majorité délibérément négligée. Des paysans serrés à la gorge jusqu'à la pendaison, des retraités dans la misère qui crèvent de froid dans leur maison. La France a décidé de s'émanciper des Rothschild, le gilet jaune en étendard de l'insurrection nationale. Commence à y avoir un sacré peuple en bas de ta pyramide, y'aura pas assez de CRS pour un soulèvement général. Les Français n'en peuvent plus de ces parasites. Les Français n'en peuvent plus de ces parasites. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, soulèvement national. Gilets jaunes. Redécolle soudainement sans soulever de poussière jusqu'à une hauteur d'environ 25 mètres avant de filer à toute vitesse vers l'est. Cet engin n'a pas eu d'effet particulier sur le témoin qui n'a vu aucun être à proximité. Il reste au sol 2 traces en forme d'arc de cercle ressemblant à des marques de pneumatiques. Ceci est ce que l'on appelle une rencontre du deuxième type, et elle va devenir l'une des plus célèbres affaires d'OVNI en France. En 1972, l'ufologue américain Joseph Allen Hynek propose une échelle classant les observations d'OVNI. La rencontre du premier type, c'est l'observation distante d'un OVNI par un témoin. Et quand on sait que la plupart des gens ne savent pas identifier un bolide quand ils en voient un, ou ne savent pas ce qu'est un flash iridium ou un nuage lenticulaire, ça nous laisse quand même une sacrée marge pour les erreurs d'interprétation. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, un témoignage, ça vaut pas grand-chose. Ce qui est beaucoup plus solide, ce sont les preuves matérielles. Ça, c'est la rencontre de deuxième type, quand l'OVNI est observé et laisse des traces. La rencontre du troisième type, c'est quand un ou plusieurs témoins observent non seulement un OVNI, mais aussi ses occupants. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du film de Spielberg. La classification de Hynek a été complétée par la suite. La rencontre du quatrième type, c'est l'enlèvement par les extraterrestres. Le cinquième type, c'est la discussion avec eux. Le sixième type, c'est quand un témoin ou un animal est tué par des extraterrestres. Et le septième type, c'est quand le témoin a des relations sexuelles avec eux. Non, c'est impossible! Ils mentent! On doit faire quelque chose pour les retenir! Votre sécurité, ne leur faites pas le moindre signe. Ils croient que nos mains sont des organes sexuels. Vous devrez finir ce que vous aurez commencé. La vidéo a commencé depuis quelques minutes et était déjà plus bienveillant. Chasser le naturel ? Revenons à notre rencontre du deuxième type. Celle-ci nous intéresse beaucoup plus qu'un simple témoignage, parce qu'en plus d'un simple témoignage, on possède de solides preuves matérielles. Tellement solide que ce cas est encore aujourd'hui cité en exemple comme l'un des plus marquants sur le territoire français. Nous sommes donc le 8 janvier 1981 vers 17h. Le soleil va bientôt se coucher et le temps se rafraîchit. Renato Nicolai, un ouvrier italien immigré de 52 ans parlant un peu mal le français, se trouve dans son jardin derrière chez lui. Il est en arrêt maladie suite à un infarctus avec rechute. Et il est alors en train de construire un abri en parpaing pour une pompe à eau sur un terre-plein qui surplombe sa maison. Soudain, son attention est attirée par un curieux sifflement. En tournant la tête, il aperçoit un disque de couleur gris mat, entouré d'un anneau épais qui s'approche et se pose en contrebas à environ 50 mètres de distance, hors de sa vue. Il décide alors de s'approcher. Il le décrit comme, je cite, un disque un peu ventru comme 2 assiettes collées l'une contre l'autre par les bords avec un anneau central d'une vingtaine de centimètres de large. L'objet, qui s'est posé près d'un mur de terrasse, fait environ 2,50 m de diamètre, 1,50 m de haut et repose sur 2 ou 4 tuyères qui ressemblent à des seaux de maçon renversés. 2 ou 4, Renato n'est pas en mesure de le dire à cause de son angle de vue. Au bout de quelques secondes seulement, l'objet redécolle brusquement, sans tourner, sans bruit et sans soulever de poussière, et file à toute allure vers l'est. Au total, l'observation aura duré entre 30 et 40 secondes. Renato descend alors du terre-plein et s'approche du lieu de l'atterrissage pour constater au sol la présence des traces laissées par l'OVNI. Après son observation, il retourne à sa besogne, puis rentre chez lui et regarde la télé jusqu'au retour de son épouse. Lorsque celle-ci rentre du travail vers 21h, il lui raconte son aventure, mais elle ne le croit pas. Le lendemain, elle sera convaincue par les traces que lui montre Renato. Elle s'empressera alors de raconter cette histoire à ses voisins, les Morins.
cette vidéo pour vous parler de mon nouveau livre, Sionisme et mondialisme, avec un sous-titre, Le sionisme, ses origines du Troisième Reich, 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre. Le livre vient de sortir, vient de vous paraître. Alors, je vous invite à le procurer aux éditions Nouvelle Terre, il est en pré-vente. Alors, sur Amazon, ils n'ont pas encore mis la couverture du livre. Il est présenté comme actuellement disponible, mais rassurez-vous, c'est temporaire. En très peu de temps, ça va être disponible sur Amazon. Cependant, pour l'avoir plus rapidement, adressez-vous donc au lecteur, les éditions Nouvelle Terre, et là vous aurez le livre. Bon, ainsi que mon autre livre, qui est donc Archives du mondialisme, le tome 2. Alors, le livre de sionisme et le mondialisme. Voyez-vous, j'ai fait ce livre parce que j'avais déjà, dans mon livre Archives du mondialisme, l'édition Nouvelle Terre, évoqué le démarrage du sionisme. Dans le chapitre 4, et là je ferai tout à l'heure deux petites citations. Et j'ai voulu étudier ce thème absolument capital qui concerne certes le monde des juifs, les non-juifs, parce qu'en fait c'est un fractionné, mais aussi les États européens, les États-Unis, le monde entier, le monde musulman, et la France en particulier. Alors, présentation générale, c'est un livre qui fait environ 500 pages. Il y a 280 pages de rédaction de part, et vous avez environ 220 pages composées d'annexes, 27. En fait, ces annexes sont des pièces d'archives. Des pièces d'archives essentiellement en langue allemande, il y en a un peu en anglais, il y en a même une en latin, mais que ce soit allemand, anglais ou latin, ces pièces d'archives sont toutes traduites en français. Et bien, c'est pourquoi le livre est un peu épais. Toutes traduites en français, parce que j'ai voulu d'abord sauver ces pièces d'archives, des originaux. C'est une manière aussi de prouver la véracité des faits que j'apporte, et puis les traduire pour j'en ai en anglais. Le livre Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1940. Une étude, à ma connaissance, qui n'a jamais été faite du moins en langue française. Parce que le livre, dans les 280 pages, se subdivise en deux parties. La première partie est consacrée à la théorie de Herzl, le fondateur du sionisme, situé dans le temps de 1960-1904, il est jeune, à 44 ans, plutôt en carrière. Et la chose qui n'a jamais été faite et qui me tenait à cœur depuis des années, c'était de lire, d'abord retenir les carnets complets de la théorie de Herzl. Certes, j'avais des extraits personnels en bibliothèque, mais les carnets complets, il m'a fallu des années pour les trouver. Et j'ai pu donc trouver ces carnets en 5 volumes, 2000 pages. Et dans cette première partie de sionisme et mondialisme, j'ai fait une sorte de superbe de synthèse de ces 2000 pages de carnets complets de Herzl. Ces carnets sont au sionisme, ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam, ou encore en même temps fondation. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le carnet complet, vous avez une compréhension complète de ce qu'est le sionisme, l'âme du sionisme. Et je peux vous dire à titre personnel, les carnets complets de Herzl, j'utilise un terme en particulier, ou un peu tenant, m'ont bouleversé par la révélation. Il y a des passages qui sont appelés. Parce qu'on a une compréhension du monde d'avant 1914, une compréhension d'un monde juif, le sionisme étant une fraction de ce monde juif. On a une étude des rivalités internes, que ce soit en Autriche, en Allemagne, en Russie, l'Empire ottoman, l'Empire britannique de la France. Et on a une compréhension de ce qui va se suivre, ce qui va suivre après ces événements, après la mort de Herzl, et en 2020, nous vivons, si je puis dire, sur cette année, parce que la situation de 2020 n'est que la conséquence des événements de la Première Guerre mondiale annoncés déjà par Herzl. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre clans sionistes et une Bon, en tout cas l'après-guerre. Alors,
Ces carnets, d'un point de vue général, expliquent l'annonce. Carnet commencé en 1895, terminé en mai 1904, en heure début juillet. Ces carnets, en fait, c'est l'annonce, la volonté de créer un État juif. Et un État juif qui se trouve à l'époque avec, l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est la Turquie actuelle, plus de vastes territoires de péninsulaires. Et l'objectif de Herzl est ici, c'est de vouloir créer cet État juif, que la diaspora juive puisse s'établir dans cet État. Et les carnets révèlent que la finalité du sionisme, c'est, et je cite Herzl, il y a déjà fait mon livre, il y avait à peu près 822 pages, j'étais étonné, parce que vraiment, en raison du côté délicat du sujet, il a voulu être prudent. L'objectif de Herzl, il écrit tout la chose dans ses carnets, c'est de créer un État juif au sein d'un monde unifié, une humanité une, sans frontières, en faisant disparaître, comme une criminelle, une idée de patriotisme au sein des nations. Donc vous voyez que la création de l'État d'Israël va de pair avec une gouvernance mondiale et la disparition du patriotisme au sein des nations. Et il va plus loin, puisque vous avez une rivalité entre deux empires, donc il y a déjà trois, donc deux essentiellement, l'Empire allemand, l'Empire terrestre, et l'Empire britannique, l'Empire maritime. Attaché à un troisième empire, l'Empire russe. Et c'est très intéressant de voir que Theodor Herzl, qui est autrichien de naissance, va balancer entre ces deux mondes, entre ces deux puissances, essayer d'attirer à lui les faveurs du pouvoir politique britannique, les faveurs du pouvoir politique allemand. Et il y a une chose qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est la volonté des autorités allemandes de construire, ça on a déjà parlé dans la classe du mondialisme, qui va être tout de suite la réalité réimprimée du site professionnel. Normalement, on va rentrer, c'est bon. Déjà dans la classe du mondialisme, j'ai déjà expliqué que l'histoire du Magdalene, c'est cette immense recueil qui avait été élaboré par les autorités politiques, économiques et militaires allemandes, qui partait de Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille, puis ensuite l'Empire ottoman. Et ça zigzaguait pour traverser la Mésopotamie, l'Irak, jusqu'au Golfe Persique, chacun pour ces points-là. Et l'objectif de l'Empire allemand, c'était de contrôler la production, d'abord l'acheminement, la production et l'acheminement du pétrole, en sachant que le pétrole n'a été véritablement produit dans ces zones-là qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc déjà les études de géologie que vous faites montrent que les immenses réserves de pétrole, vous allez donc prendre la place du charbon. Et donc le pays qui contrôlait la production et l'acheminement de ce pétrole contrôlait donc l'ordre du pétrole et contrôlait donc, assure en tout cas une suprématie sur les autres pays. Et Berlin voulait donc assurer une place au soleil face à l'empire aristocratique britannique. Et les Anglais, évidemment, étaient archi contre. Le Magdalene, c'était un milieu sur à cela s'ajoutait évidemment à la volonté de l'Empire de Berlin, en lien avec l'Autriche-Hongrie, de créer un second bloc politico-économique militaire, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, soit sous la férule de Berlin, et tout ça en dépend du monde britannique, et incidemment aussi du monde russe. Donc ce fameux Magdalene est un élément clé contre les États-Unis, donc, et depuis la stratégie, qui poussait les Allemands voulaient construire une base navale au niveau de l'actuel Koweït, pour ensuite continuer les Anglais avec les Indes, l'Inde, la terre de l'Empire. Et donc, Herzl va jongler entre ces deux mondes. C'est ce qui raconte dans ces cartes. Il jongle entre ces volontés impériales allemandes et ces volontés impériales britanniques. Et c'est celui qui se montrera le plus habile, le plus offrant, qui verra donc Herzl, qui fera en sorte qu'Herzl finalement rejoindra l'autre. Mais en fait, cela se verra surtout après sa mort. Donc déjà, il y a des années passées. Les carnets complets commencent en 1895 et qui va se disant avec la rédaction d'un livre qui parle d'un moment, le livre d'Herzl qui est la Judenstadt.
Judenstaat, la traduction littérale en français, il est un des Juifs, au pluriel, Judenstaat. Et il explique donc déjà dans son livre la volonté de créer cet État juif. Et ces explications sont beaucoup plus larges dans ces carnets. Le fait de lire ces carnets, il y a des moments passionnants, bouleversants, révélateurs. Herzl est un homme hors norme. Et lors du premier congrès sioniste de Suisse à Bâle en 1897, il va réussir ce congrès, un succès, et il va écrire une phrase dans ses carnets absolument extraordinaire. J'ai la citation. Il a écrit en 1897 à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un rire universel. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Écrit dans ses carnets en 1897, donc à ce congrès de Bâle, à 50 ans, 51 ans après, 1948, effectivement, création de l'État juif. À côté, il disait la chose vraie. Et dans ces carnets complets, il y avait en annexe la reproduction en allemand de cet écrit. Et cette annexe représentant donc les écrits de Herzl, avec ce passage que je vous ai cité, une Basel, une Judenstaat Gründe, est placé dans l'annexe, dans une des annexes de mon livre, sur les éléments de livre, et normalement vous devrez voir aussi cette page apparaître sur l'écran. Donc vraiment incroyable ce Herzl, un visionnaire. Donc, comme je vous l'ai dit, Herzl se rend compte que la création de cet État juif, en lien avec cette voie ferrée traversant lentement la Mésopotamie, jusqu'au golfe Persique, l'université géostratégique avec les implications militaires, le pétrole, il sait que tout va se jouer entre le monde allemand ou le monde anglo-saxon, entre Berlin et la Cité de Londres. Il a parfaitement compris ça. Et lors d'une entrevue avec le grand-duc de Bâle, un conseiller intime de l'empereur Guillaume II, du Kaiser, Theodor Herzl tient des propos où il montre qu'il a pigé tous les enjeux. Et la citation que je vais vous donner de Herzl, tirée de ses carnets du 15 décembre 1898, montre bien que l'avenir du sionisme va se jouer entre Berlin et Londres. Il y a une précise chose, que le problème, c'est que le syndicalisme juif contre la Cité de Londres. Et ces deux clans juifs sionistes se font une guerre. Et indirectement s'annonce la guerre de 14, la rivalité entre deux mondes, deux blocs de factions juives sionistes. Je cite Herzl, donc suite à son entretien avec le grand-duc de Bâle. Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai, arrivé à ce point, la conclusion de ces diverses successions d'idées. Écoutez bien, la question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise? Déjà, il pose le sujet. Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec Votre Altesse Royale, donc il s'adresse au grand-duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin, de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettres allemand, que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue, de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur, Guillaume II, concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, tout cela, écoutez bien ce passage, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente en opposition avec ceux considérant une protection anglaise comme souhaitable. Donc, il y a déjà au sein du mouvement sioniste, chapeauté par Herzl, deux branches rivales. Il continue.
il convient de prendre une décision à brève échéance. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière, en vertu du droit civil, avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et à une date ultérieure, écoutez ce passage, et à une date ultérieure, peut-être, une sorte de coprotectorat germano-anglais. Peut-être une sorte de protectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications et les difficultés qui pourraient alors surgir. Toute cette entreprise oscillerait entre deux, voire plusieurs puissances. Donc vous voyez que Herzl a pigé que tout va se jouer entre Berlin et Londres, l'Empire allemand et l'Empire britannique, et que au sein de son mouvement sioniste, il y a deux factions sionistes qui s'opposent. La faction sioniste allemande qui veut l'État juif avec cette voie ferrée et le contrôle des hydrocarbures sous la direction de Berlin, puis l'autre faction juive sioniste qui, elle, veut la même chose, mais sous la direction de la City de Londres. Tout est résumé dans ce passage. Alors, Herzl, vous verrez cela dans la première partie que j'ai synthétisée des 2000 pages de carnet complet de Herzl, il jongle en permanence entre ces deux mondes. En fait, il va essayer de se vendre au plus offrant. Et à un moment donné, face aux Anglais, quand je dis aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, Lord Salisbury par exemple, il va tenir des propos d'une puissance, extrêmement révélateur, où il dit en gros aux Anglais, aux autorités politiques anglaises, que si vous nous servez, nous les juifs sionistes, pour la création de cet État juif, avec tous les éléments que vous avez cités précédemment, voie ferrée, contrôle du pétrole, il dit en gros, les juifs seront reconnaissants à l'égard du monde britannique et seront vos agents. Et je vais vous faire la citation exacte. Citation donc de Theodor Herzl au début de l'année 1902. Je cite Herzl. Il y a, selon une estimation prudente, 10 millions de juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre, mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux, dans tous les domaines de la vie et dans le monde entier. Ils vendent, en parlant des Juifs, ils vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est, la Russie essentiellement. Mais ils sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes et journalistes et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous de même au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a à gagner à sa cause, le peuple juif. C'est extraordinaire, et croyez-moi, il n'y a pas que ça comme passage extraordinaire. En tout cas, Herzl va tout faire pour amener à la réussite de ce projet, mais il va taper à toutes les portes. Certes, il s'adresse en priorité à l'Allemagne et à Londres, à l'Angleterre, mais il va aussi s'adresser au monde autrichien, au monde russe, au monde français et à l'Empire ottoman. Et c'est ça qui est frappant, très moderne dans ces carnets. On a un éclairage, non pas de l'état profond, mais des états profonds. Parce que vous avez, je vous ai dit qu'il y avait des factions diverses au sein du monde juif, et en particulier au sein du monde sioniste, une branche pro-Berlin et l'autre
pro-anglaise. Mais en fait, on se rend compte que ce phénomène existe dans tous les pays européens, russes, autrichiens, etc., et qu'il y a des rivalités entre factions juives au sein de ces pays, et qui se tapent entre elles. Vous avez des factions juives pro-Herzl, et puis d'autres qui sont violemment anti-Herzl. Et quand je dis violemment, les termes qu'utilise Herzl dans ses joutes verbales avec ces milieux-là, c'est épouvantable. Et les propos tenus par les factions juives opposées à Herzl, c'est épouvantable. À un moment donné, Herzl écrit qu'il n'a plus qu'assez des propos de la vilainie, c'est le terme qu'il utilise, et il ajoute même ce passage que si ça continue comme ça, si cette vilainie de la part de certains clans juifs à son égard continue à ce rythme-là, il ajoute dans ses carnets qu'il va devenir le plus grand de tous les antisémites. J'ai mis la référence, croyez-moi. Bon, mais il y a une chose, c'est que dans cette histoire, il y a un élément clé, c'est la famille Rothschild. Et plus précisément, la famille Rothschild, avec Nathan de Rothschild de Londres. Les Rothschild de Paris jouent aussi un rôle, mais ça, je n'en parlerai pas, enfin, c'est dans le livre. C'est le clan Rothschild de Londres qui va jouer un rôle capital. Et cette famille, Nathan Rothschild en particulier de Londres, s'oppose farouchement à Herzl. Il faut voir, plutôt lire, les termes utilisés par Herzl pour parler de Rothschild. Si je m'amuse à écrire comme ça, je suis poursuivi en justice tout de suite. Et chose très intéressante, malgré cette bagarre à mort entre Herzl et les Rothschild, à un moment donné, il va avoir une entente entre ces deux mondes. C'est bien simple, Herzl ira même manger chez Rothschild, Nathan Rothschild à Londres, et il va avoir un accord. Et je peux vous dire que les Rothschild de Londres n'ont pas été très clairs, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui a été préparé et rédigé entre Nathan de Rothschild de Londres et Herzl, c'est extraordinaire. Je ne vous le dis pas. Je vais simplement publier les originaux des lettres de Herzl adressées à Rothschild, puis les réponses de ce dernier, Herzl. En tout cas, le projet de Herzl, création d'un État juif avec une idée de voie de communication et de production de pétrole à contrôler en Mésopotamie, le projet est bien lancé. Il meurt le 3 juillet 1904 à 44 ans de problème cardiaque, mais une chose est sûre, son idéal est bien lancé, c'est même l'élément clé qui va déterminer la Première Guerre mondiale. Le coup de l'Alsace-Lorraine, ça n'était que la carotte devant les Français et les Allemands. En fait, la cause profonde, véritable de la Première Guerre mondiale, c'est l'opposition entre le monde juif sioniste allemand et le monde juif sioniste anglais pour le contrôle des zones d'hydrocarbures, la création de l'État d'Israël. Et Première Guerre mondiale voit les choses se mettre en place avec, en 1917, la déclaration de Balfour, c'est-à-dire la reconnaissance par le gouvernement britannique d'un foyer juif en Palestine. Cette déclaration Balfour est la première étape, en 1917, permettant donc la création d'un foyer juif en Palestine, sous l'égide, et la reconnaissance en tout cas, du gouvernement britannique. Bon. Et d'ailleurs, cette Palestine sera donc placée sous mandat britannique, avec la reconnaissance de la SDN, la Société des Nations, dès 1922. En fait, ça avait commencé avant, dès l'année 1920, avec le haut-commissaire anglais, Herbert Samuel, qui était le neveu du banquier Montagu, qui lui-même avait travaillé avec Theodor Herzl. Vous voyez, des transmissions comme ça, de généalogie idéologique. L'entre-deux-guerres, donc vous avez une Allemagne qui était battue, et qui va être terrassée par la crise économique de 1929. Et ça va vraiment jouer un très grand rôle. Une misère noire, les Allemands ont vraiment souffert. Et, tout simplement, les Allemands sont morts de faim durant la crise de 1929. Et ceci explique beaucoup l'arrivée d'Adolf Hitler en janvier 1933 au pouvoir. Alors, en raison quand même du caractère antisémite du régime nazi, il suffit de lire les articles 4, 5 et 8, je crois, du programme nazi,
il y a eu de la part des instances juives mondiales une réaction plus que vive, puisque ces instances juives mondiales, que ce soit en Angleterre, États-Unis, etc., ont voulu établir un boycott. Et ça, c'est un élément capital, puisque l'économie allemande était déjà bien affaiblie. Le fait d'établir un boycott bloquant les exportations allemandes du Made in Germany, c'était tout simplement la mise à mort de l'économie allemande et, par ricochet, l'effondrement du régime nazi. L'Américain n'aurait pas tenu. Si Hitler a été élu, c'est que les Allemands espéraient voir en lui un homme pour redresser la situation. Et donc, le boycott était vraiment assez mis à mort, hein, si vraiment il avait été appliqué dans son intégralité, chose qui n'a pas été faite totalement. En partie, oui, totalement, non. Alors, je développe tout ça dans mon livre, donc, le sionisme et le mondialisme, mais déjà, pour vous montrer cette volonté d'une frange du monde juif voulant établir un boycott, et là aussi, je l'explique, avec ceux qui voulaient l'appliquer avec férocité, et puis une autre frange qui voulait l'appliquer avec les apparences, il y a eu des nuances. Vous avez eu un journal britannique, le Daily Express, dans son édition du 24 mars 1933, qui a publié un article en première page qui était « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne ». Alors déjà, ce document, je l'ai publié déjà donc dans mon livre « Archives du mondialisme » aux éditions Nouvelle Terre. Pour ceux qui l'ont, il est donc disponible. J'ai voulu le remettre donc dans mon livre Sionisme et mondialisme, parce que véritablement, il explique bien des choses. Alors, voilà donc l'original. Alors, je tiens à vous dire que l'original du Daily Express du 24 mars 1933, donc dans Archives du mondialisme et à nouveau dans Sionisme et mondialisme, ce document, c'est l'authentique, parce qu'il y a des modèles qui sont sur Internet, qui ont été falsifiés, modifiés, qui sont faux. En fait, j'ai réussi à trouver l'original à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, l'original. D'ailleurs, on le voit, le papier est fatigué, il est noirci, un peu déchiré sur le côté, mais c'est l'original. Donc, on a la preuve d'une montée de boycott du monde juif, mais je tiens à préciser, avec toutes les nuances entre ceux qui voulaient un boycott violent, d'autres apparents. Une faute de temps, et puis aussi parce que il faut vous laisser découvrir le livre, vous verrez qu'il n'y a pas un monde juif, il y a des mondes juifs, comme il n'y a pas eu un monde nazi, il y a eu des mondes nazis, parce que vous avez eu des rivalités au sein de différentes factions nazies face au boycott. Là aussi, très intéressant. Bon. Alors, en raison de ces volontés de boycott, proclamées dans le Daily Express du 24 mars 1933, vous avez eu une réaction d'Adolf Hitler, avec des premières mesures antisémites, avec en particulier le port de l'étoile jaune. Bon. Et il est très intéressant de voir, je dis très intéressant, le mot est faible, c'est passionnant, de voir la réaction de la Fédération sioniste allemande. Il faut savoir que vous avez donc la Fédération sioniste allemande, mais différentes fédérations sionistes dans différents pays, avec une maison mère, qui est l'organisation sioniste mondiale, qui a son siège à Londres. Mais la Fédération sioniste allemande était concernée par, donc, évidemment, l'arrivée du nazisme, et cette Fédération sioniste allemande avait un journal qui s'appelait le Jüdische Rundschau. J'ai pu consulter, disons, ce journal qui révèle énormément de choses. Et comment la Fédération sioniste allemande a réagi à ces premières mesures antisémites d'Adolf Hitler, donc de février-mars 1933, et face à entre autres, au port de l'étoile jaune, voire même l'étoile de David qui étaient peintes sur les vitrines des commerces juifs allemands, avec, vous savez, la formule « allemand n'achète pas chez les juifs ». Eh bien, j'ai consulté donc le journal de la Fédération suisse allemande, le Jüdische Rundschau, et en particulier le numéro du 4 avril 1933, qui porte un titre. Et ce titre, c'est « Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck ». Portez-la donc avec fierté, cette marque jaune. Voilà le titre de
de cet article. Et les autorités sionistes allemandes disent ceci. Alors, j'ai publié les originaux en allemand, traduction, je vous donne un extrait de la réaction donc des autorités sionistes allemandes face à Hitler. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Je cite. « Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, d'où la nécessité de connaître ses carnets, entièrement expliqués, synthétisés dans la première partie de mon livre. Nous, Juifs, qui avons été élevés dans l'esprit de Theodor Herzl, nous n'accusons personne aujourd'hui. Nous cherchons seulement à comprendre et à nous questionner sur notre propre culpabilité et sur la mesure dans laquelle nous avons péché. Les Juifs portent une lourde culpabilité, non seulement parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'appel de Theodor Herzl, mais parce qu'ils l'ont même en partie tourné en ridicule. Il n'est pas vrai que les Juifs sont des traîtres à la nation allemande. S'ils sont coupables d'une trahison, c'est d'une trahison dirigée contre eux-mêmes, contre la communauté juive, parce que chaque Juif n'a pas fièrement affiché sa judéité. Parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la question juive, il partage la responsabilité de l'humiliation de tous les Juifs. Ceci est un avertissement pour tous les traîtres à la judéité. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant, c'est-à-dire refus du mariage entre Juifs et Allemands. Les lois de Nuremberg, vous savez, elles ont rendu service à M. Allemand. J'irai plus loin tout à l'heure. Celui qui s'éloigne de la communauté en s'assimilant pour améliorer sa propre situation ne devrait pas être récompensé pour cette trahison. Cette attitude envers les renégats contient le début d'une clarification. Être un renégat est honteux, mais tant que le monde y prêtait de l'importance, cela semblait avantageux. Désormais, ce n'est plus un avantage. Un juif est identifié comme tel. On lui applique la marque jaune, de David. Le fait que les dirigeants qui ont décrété le boycott aient demandé à ce que les entreprises boycottées soient identifiées par une marque jaune sur fond noir est un symbole terrible. Cette mesure se veut un stigmate, une manifestation de mépris. Nous l'acceptons et nous voulons en faire un signe d'honneur. Entre autres symboles et inscriptions, de nombreuses vitrines ont été peintes d'une grande étoile de David. Juifs, ramassez-la et portez-la avec fierté. Si le national-socialisme reconnaît cette situation, il souhaitera, sans aucun doute, avoir comme partenaire juif une communauté juive qui attache du prix à son honneur. 4 avril 1933, dans l'édition du Jüdische Rundschau. Face à cette situation, on peut reconnaître déjà qu'il y a de la part de cette fédération la volonté de défendre les spécificités juives. Le sionisme défend la culture hébraïque, la pureté du sang juif, toutes les caractéristiques culturelles juives. Et le 21 juin 1933, la Fédération sioniste allemande va adresser un mémorandum à Adolf Hitler. L'original est dans le livre, en allemand, entièrement traduit en français. Je vais vous citer quelques extraits de ce mémorandum du 21 juin 1933. Yvon son pesant de cacahuètes. Je cite. « Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races, afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est attribuée. Nous croyons que c'est justement la Nouvelle-Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité par la plupart des peuples européens, même par ceux qui nient aujourd'hui, dans leur prise de position sur la politique extérieure, l'existence d'un tel problème dans leur propre rang. » Écoutez ce passage de la Fédération sioniste, mémorandum adressé à Hitler. Notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes nous aussi contre les mariages mixtes et pour
le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. Le sionisme veut organiser l'émigration des Juifs vers la Palestine de manière à alléger la position juive en Allemagne. 21 juin 1933. Vous voyez, vous avez défense de la pureté du sang juif contre les mariages mixtes, et finalement on peut observer une similitude de pensée d'un point de vue préservation raciale avec les nazis. Les nazis défendaient la pureté du sang allemand, la pureté de l'identité allemande. Les sionistes disent la même chose, simplement pour les juifs, et contre les mariages mixtes. Et c'est très, très intéressant de voir ça, parce qu'on voit que le phénomène est ancien. Voyez-vous, sionisme et mondialisme, c'est le tome 3. Le tome 1, c'est la classe, le tome 2, c'est archive mondialisme, et le tome 3, c'est sionisme et mondialisme. Et dans archive du mondialisme, j'avais déjà trouvé des passages, bien avant 1933, propres aux sionistes, qui défendaient la pureté du sang juif. Et pour cela, je vais vous citer, donc, dans Archives mondialistes, page 208, 2 extraits. Le premier date de 1913, il est, alors je mets des références, donc vous regarderez, il date donc de 1913, il a été rédigé par Arthur Ruppin, qui est un sioniste, et qui participera beaucoup d'ailleurs à la mise en place du peuplement juif en Palestine. Donc, que disait Arthur Ruppin en 1913 ? Je le cite. « Nous pouvons donc admettre une réserve, sans réserve le haut potentiel intellectuel des Juifs et nous avons raison de souhaiter préserver ce type d'humain supérieur comme une entité distincte, sans mélange, car c'est la seule façon de préserver et de cultiver le caractère de cette race. Toute race de qualité supérieure dégénère rapidement lorsque ses membres s'unissent à une race inférieure, et c'est au sein du peuple hébreu que le juif trouve naturellement son égal et qu'il peut le plus aisément s'associer. On ne peut catégoriquement affirmer que le métissage des juifs avec d'autres races engendre invariablement une postérité dégénérée. Je relis la phrase. On ne peut catégoriquement affirmer que le métissage des juifs avec d'autres races engendre invariablement une postérité dégénérée. Mais il est certain, néanmoins, qu'avec le métissage, le caractère de la race se perd et que les descendants d'un mariage mixte ont peu de chances d'hériter de dons exceptionnels. Le mariage mixte étant clairement nuisible à la conservation des hautes qualités de la race, il s'ensuit qu'il est nécessaire de tenter de l'empêcher de préserver le particularisme juif. Donc finalement, dans ces propos d'Arthur Ruppin de 1913, dans ce livre The Jews of Today, eh bien, on retrouve la même patte dans le mémorandum de juin 1933. Et j'ajoute cet élément tenu en 1934 par un juif allemand sioniste qui s'appelait Joachim Prinz, 1902-1988, qui avait écrit un bouquin en allemand, donc Wir Juden, et qui disait en 1934, je le cite, c'est toujours donc dans Archives mondialisme, « Nous voulons que l'assimilation soit remplacée par une nouvelle loi, la déclaration d'appartenance à la nation juive et à la race juive. Un État fondé sur le principe de la pureté de la nation et de la race ne peut qu'être honoré et respecté par le juif qui déclare son appartenance à son propre peuple, car seul celui qui honore sa propre race et son propre sang peut respecter et honorer la volonté nationale des autres nations. » Joachim Prinz, Wir Juden, édition Erich Reiss, Berlin 1934, pages 154 et 155. Archives mondialisme, tome 2, je n'ai fait qu'aller plus loin pour retrouver des propos similaires tenus par la Fédération sioniste allemande. Bon. Alors, les choses vont aller même encore plus loin. Voyez-vous, dans ces premiers mois de l'année 1933, vous allez avoir, au cours de l'année 33, et ça va se poursuivre même durant l'année 34, des représentants SS, et plus exactement un SS qui s'appelait Leopold von Millenstein,
qui va nouer des contacts avec un dirigeant sioniste qui s'appelait Kurt Tuchler. Et ces deux personnes, accompagnées de leurs épouses, vont aller en Palestine et visiter différentes implantations sionistes en Palestine sous mandat britannique, au cours de l'année 33-34. Et à son retour de Palestine, Léopold von Mühlestein, SS de son État, va écrire plusieurs articles relatant son voyage et tout ce qu'il avait vu dans le journal der Angriff. Der Angriff, c'était le journal de Joseph Goebbels, le patron de la propagande nazie. Donc, vous voyez, le sommet. Bon. Et des écrits moins des négatifs, soulignant donc le développement de ces colonies et des caractéristiques. Et suite à cette visite et à ces articles, ensuite, donc, qu'on trouve dans la revue de Goebbels, der Angriff, Joseph Goebbels va frapper une pièce commémorative. Et cette pièce commémorative, il y a recto et verso avec les indications suivantes. Je tiens déjà à préciser que cette pièce recto verso est sur la couverture de mon livre. Vous avez d'un côté l'étoile de David, avec la formule en allemand, la phrase en allemand, un nazi se rend en Palestine, et de l'autre côté, la croix gammée, et le raconte dans l'Angriff, donc le journal, la revue de Joseph Goebbels. Donc c'est une pièce de monnaie qui a été donc fabriquée sur ordre de Joseph Goebbels pour commémorer cette coopération entre nazis et sionistes et le voyage de von Mühlestein et Kurt Tuchler en Palestine. C'est sur la couverture du livre, et vous voyez d'ailleurs apparaître, normalement sur l'écran, c'est cette représentation qui est archi-officielle, mais qui n'est pas du tout révélée dans les médias actuels, les médias classiques, et il est toujours bon de révéler, ou en tout cas d'affirmer des faits historiques, même si ces derniers sont désagréables à entendre pour certains. Alors, cette histoire de boycott que certaines factions juives voulaient mettre en place contre l'Allemagne nazie, avec différents degrés, tout cela va aboutir en fait à un événement apparemment inattendu. C'est un accord signé entre les sionistes allemands et les dirigeants nazis en août 1933. C'est un élément qu'il faut comprendre. Cet accord, c'est l'accord de la Havara. Havara, c'est le transfert en hébreu. Alors, il faut bien comprendre que les sionistes allemands ne voulaient en aucun cas d'un boycott contre l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait pour eux que l'Allemagne économiquement se relève pour pouvoir financer l'exportation, en tout cas le flux migratoire de juifs allemands en direction de la Palestine avec des arrangements financiers, économiques. Et donc une Allemagne réduite à néant, si un boycott avait été appliqué vraiment à 100%, cela ruinait complètement les espoirs sionistes de création d'un État d'Israël peuplé de juifs. Bon. Et donc, en août 1933, vous avez eu cet accord qui a été, parachevé par la publication d'un décret du Reich, dans l'équivalent du journal officiel allemand de l'époque. C'est le décret 54-33. J'ai mis l'original en allemand dans une des annexes de mon livre, Sionisme et mondialisme, entièrement traduit en français. Et c'est donc un accord qui stipule que les juifs allemands, à condition de recevoir une formation dans le domaine agricole, horticole, ou bien dans l'artisanat, peuvent, après cette formation, émigrer en Palestine. Et en fait, il m'a été possible, avec de nombreuses pièces d'archives, de montrer que cette formation qui a été absolument capitale dans ce sens qu'elle a permis la création de l'embryon du corps économique du futur État d'Israël créé en 1948. C'est-à-dire que les dizaines et dizaines de milliers de juifs allemands qui ont été formés en Allemagne de 1933 à avril 1941, quelques mois avant l'intervention allemande contre la Russie soviétique de Staline.
avril 41. Collaboration entre nazis et sionistes, 33, avril 41. Avec, tenez-vous bien, création de kibbutz en Allemagne, avril 39, sous l'égide, entre autres, d'un certain Pino Ginzburg. J'ai mis le document et les références. Bon. Donc, formation d'un corps économique juif allemand, artisan, agricole, horticole, et ça a vraiment formé l'embryon de l'économie israélienne en 1948. Et ça, il n'y a pas photo. Et, chose très intéressante, vous avez eu une coopération vraiment étroite entre nazis et sionistes. Il n'empêche, comme au sein du mouvement sioniste, vous aviez au sein du monde nazi des factions rebelles qui se tapaient entre elles, entre autres le ministère de l'Agriculture, qui ne souhaitait pas former ces juifs allemands pour être ensuite expédiés en Palestine. Ça, vous verrez les documents, les originaux que j'ai mis en allemand, puis traduits, entièrement traduits, vous verrez, il y a eu des bagarres. Il a fallu l'intervention à un moment donné du chef suprême de la SS, Himmler, pour contraindre le ministère de l'Agriculture à obtempérer, pour vous dire les bagarres internes. Ça, j'avoue que je ne me doutais pas à ce point-là. Je savais qu'il y avait des tiraillements, mais à ce point-là, ça, je l'ignorais. Et là, quand vous lisez les textes, bon. Et ces oppositions entre factions juives, entre factions nazies étaient si vives, qu'il a fallu l'intervention directe d'Adolf Hitler pour contraindre et obliger à l'immigration juive allemande dans la direction de la Palestine. Et j'ai trouvé le document, le rapport qui en parle. Entre autres, c'est le rapport du mois de janvier 1938. Vous verrez ça dans mon livre Sionisme et mondialisme. J'ai publié l'original en allemand. Rapport qui a été donc rédigé par ce haut fonctionnaire allemand qui s'appelait Karl Claudius. Je vais vous lire le passage, un extrait, le document est bien plus long. Je cite, donc janvier 1938, après le communiqué du Bureau de politique étrangère, le Führer a de nouveau décidé, très récemment, après un nouvel exposé du Reichsleiter Rosenberg, c'était le théoricien du nazisme, que l'immigration des Juifs hors de l'Allemagne devait toujours être encouragée, mit allen Mitteln, par tous les moyens. Je continue la citation de ce rapport. La question de l'immigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée, depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il fallait continuer à encourager l'immigration. Et ça, c'est très intéressant de voir et de prouver qu'Hitler a voulu et encouragé et soutenu l'immigration juive allemande en direction de la Palestine, malgré l'opposition, entre autres, du ministère de l'économie. Parce que l'accord de Havara présentait certains problèmes, et je vous dis, outre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'économie aussi bloquait sur cet accord. Mais il a fallu l'intervention d'Hitler, et ça a débloqué la situation. Alors, je terminerai par un point. Je ne peux pas tout dire dans cet entretien, dans cette vidéo. Je peux vous dire qu'il y a des révélations fracassantes dans ce livre, prouvées. Il y en a une en particulier, j'ai beau être un peu rodé aux coulisses de l'histoire, il y a des moments où, bon, vous verrez ça. Non, je vais quand même vous en donner une fracassante. Une parmi plusieurs. Le régime nazi, et Hitler en tête, était confronté à un problème. Le blocage par les autorités britanniques de l'immigration juive allemande en direction de la Palestine. Pourquoi ? Les Anglais, étant donc, dirigeant la Palestine dans le cas d'un mandat, ne voulaient pas voir la population juive augmenter en nombre en Palestine à cause du ressentiment croissant des Arabes à l'égard des Juifs. Vous voyez, ce qui se passe actuellement, en fait, c'est ancien. Les Arabes ne voulaient pas voir ces Juifs arriver en grand nombre et finalement être noyés sous la masse. Et donc, les autorités britanniques faisaient tout pour bloquer l'arrivée de navires, de bateaux allemands, bateaux grecs, parce que là aussi vous verrez qu'en fait vous avez eu des Grecs qui ont joué un rôle, je donne les noms des bateaux d'ailleurs aussi, pour favoriser donc débarquer les populations juives sur les côtes de Palestine. Et donc les autorités britanniques
mener une sorte de blocus. Et Hitler est intervenu pour contourner ce blocus. Et il y a eu un événement vraiment de poids. Au sein du mouvement sioniste, vous aviez ce qu'on appelle la Haganah. La Haganah, c'est la défense en hébreu, qui concerne tout ce qui a trait donc au milieu militaire et les services de renseignement. La Haganah était à l'origine à Londres. Et le siège central était à Londres. Et cette Haganah s'est installée à Paris à l'instigation de Léon Blum, Front Populaire. Et le centre de la Haganah, à Paris, avait une filiale, une succursale, qui a été installée à Vienne, en Autriche, Autriche devenue province allemande à partir de mars 1938 avec son annexion au Reich. Et il faut savoir que l'objectif de la Haganah à Vienne était de favoriser le départ des Juifs d'Autriche, enfin les Juifs germanophones, en direction de la Palestine. Et pour cela, j'ai lu l'ouvrage et les archives qui allaient avec aussi, d'un juif autrichien qui était jeune à cette époque, qui est devenu ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, citoyen israélien, qui a travaillé au sein du Parlement israélien, la Knesset, qui était aussi ambassadeur d'Israël à Rome, entre autres, et qui a écrit un livre qui est paru en 1975. Cet ouvrage s'appelle Open the Gates. L'auteur s'appelle Ehud Avriel et il raconte, et c'est page 29 du livre, j'ai mis les références, vous allez voir, enfin vous verrez pour le bouquin, que la succursale de la Haganah à Vienne s'était installée exactement en face du siège de la Gestapo. Et ils se rencontraient sur rendez-vous, s'il vous plaît, pour gérer le flux migratoire juif en direction de la Palestine et les mesures à prendre pour contourner le blocus britannique. Le livre a été préfacé par le Premier ministre israélien Golda Meir. Il est vrai qu'elle avait participé à l'origine, en tant que juive américaine, à la délégation américaine, envoyée en juillet 1938 en France. Il y a eu cette rencontre en France de différents pays pour gérer le départ des Juifs d'Allemagne. Elle faisait partie de cette délégation, non pas sous le nom de Golda Meir, mais de Golda Meirson. Donc elle était parfaitement au courant de toutes ces histoires. Donc c'est très intéressant de voir que le siège de la Haganah, donc service militaire et renseignement du mouvement sioniste, à Paris, grâce à Léon Blum, avait une succursale à Vienne, dans la même rue, exactement en face du siège de la Gestapo, pour collaborer, parce que là il faut dire le mot, avec les autorités nazies, entre autres avec Adolf Eichmann, et je ne vous parle pas de son collaborateur, ça vous verrez, pour ceux qui achèteront le livre, là je suis quand même tombé des nues, et pour collaborer et donc permettre la migration des Juifs vers la Palestine. Sachez qu'il y a dans une des annexes de mon livre un document, une pièce d'archive, traduite en français entièrement, qui permet de savoir le nombre total de Juifs à avoir quitté l'Allemagne, 352 000, subdivisé en fonction des pays, et plus de 80 000 ont pu s'installer en Palestine, formés avec un certificat, soit dans le même, donc je vous dis, artisan, agricole, horticole, et c'est ça qui a permis de poser les fondements de la toute jeune économie israélienne en 1948. Alors ce que je dis peut-être désagréable à entendre, il n'y a pas secret. Herzl disait dans ses carnets complets que c'est l'antisémitisme qui aidera à la création de l'État d'Israël. On peut dire que vraiment le régime nazi, il a aidé à la création de l'État d'Israël en 1948, n'en déplaise à certains. Morin, très intéressé par le phénomène OVNI, lui dira qu'il faut prévenir les gendarmes. Chose que fera Renato. La gendarmerie relèvera les empreintes au sol et transmettra son compte-rendu au GEPAN, qui enverra des enquêteurs réaliser des analyses plus poussées quelques jours plus tard.
Dans ces relevés, on compte des analyses biochimiques des végétaux prélevés sur le site de l'atterrissage, réalisées par un expert, et qui révèlent une décoloration anormale et un vieillissement accéléré. Un prélèvement de sol révélera la présence d'oxyde de fer, et une analyse par spectromètre de masse montrera la présence de composés cristallins et carbonés. Ces analyses sont soutenues par un membre éminent du CNRS qui parvient à démontrer qu'il s'agit du résultat d'une exposition à des micro-ondes. Et c'est sans compter bien entendu sur la présence au sol de 2 cercles concentriques qui sont la preuve irréfutable qu'un objet étrange s'est posé à cet endroit. Voilà. Au milieu de tous les témoignages imprécis et invérifiables, nous avons enfin des preuves matérielles sur lesquelles nous pencher et qui prouvent une bonne fois pour toutes que le phénomène OVNI est digne d'intérêt. Enfin, nous avons là la preuve qu'il se passe des choses, avec des éléments scientifiquement prouvés, et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La preuve de la réalité de l'existence des extraterrestres est à portée de main, et bientôt, le voile du mensonge va se lever sur la vérité. Ok, vu que tu commences à partir en couille, ça veut dire que c'est là que tu vas commencer à débunker, c'est ça ? Ok, j'ai compris. RIP in peace, la bienveillance. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est la version que vous trouvez chez la plupart des ufologues convaincus et des croyants en tout genre. Mais vous voyez, avoir des preuves matérielles c'est bien. Avoir des preuves matérielles qui valent quelque chose, c'est mieux. Donc avant d'affirmer que ce que l'on appelle le cas de Trans en Provence est une rencontre du deuxième type fiable, penchons-nous d'un peu plus près dessus. Et comme d'habitude, c'est pas parce que la photo était belle sur le bon coin que tu vas pas trouver des traces de rouille et des finitions à la pisse en regardant de près. Commençons par remonter quelques mois avant l'affaire. En 1980, au GEPAN, on dispose de fonds pour réaliser des analyses. Problème, personne au GEPAN ne sait où trouver un spécialiste. Et c'est un stagiaire qui va leur parler de son voisin, Michel Bougnat, qui bosse dans un labo de biochimie à Avignon. Le 9 janvier 1981 arrive donc le téléx de la gendarmerie, où il est dit que l'OVNI, stationnaire à 1 mètre au-dessus du sol, décolle sans soulever de poussière, et la trace au sol est décrite comme des traces de ripage de pneus. Mais dans le rapport de gendarmerie, cette expression... Alors bonjour à tous, j'inaugure une nouvelle émission qui va s'appeler tout simplement Chronique juridique, ce sera ma chronique, dans laquelle j'aborderai diverses questions, comme j'avais l'habitude de le faire avec les frères Buffet, que je salue ici, car cette émission sera l'héritière des chroniques que je tenais avec les frères Buffet, au bord du lac d'Annecy souvent, parfois dans les montagnes, avec le petit manège et les canards du lac. Bon, là vous n'aurez pas l'image, et les frères Buffet ne sont pas là, mais j'ai un interlocuteur mystère, qui s'occupe de la technique et qui sera un peu mon complice, du moins. J'aborderai évidemment les questions d'actualité. C'est d'abord ça. Mais je parlerai surtout de mon actualité personnelle. Et cette actualité personnelle, elle est faite de beaucoup de questionnements, de recherches, de lectures, de pistes que je suis, bon, comme je le faisais, vous dis-je. Par exemple, on a comme ça des thèmes qui peuvent germer dans un cours que j'ai donné, mais thèmes qui remontent à des préoccupations qui sont celles des juristes depuis peut-être 150 ans et qui sont les miennes depuis 20 ans, vous voyez. Bon, il y a quand même une lenteur de l'histoire et du temps par rapport à la réflexion juridique. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup des questions de dons d'embryons actuellement, puisque en France, on est en train de réviser la loi sur la PMA-GPA. Mais évidemment que les médias, en général, ont la mémoire très courte. Moi, j'ai le souvenir, c'était il y a plus de 30 ans, à mon entrée dans l'université, à ma découverte de la matière juridique, que déjà, la question se posait évidemment du statut de l'embryon. Que fait-on d'un embryon ? On pouvait commencer à envisager de créer la vie en laboratoire, et alors on s'interrogeait sur le devenir de ces êtres humains embryonnaires, notamment savoir qui étaient leurs parents. Bon, qui étaient leurs parents et quel était leur statut. Est-ce que c'était un objet ? Est-ce que ça pouvait faire l'objet de commerce, etc. Bon, voilà. Alors, précisément, ça me permet de donner déjà un premier concept. C'est à propos de la gestation pour autrui. Vous savez que l'embryon
On peut le garder, un biologiste le garde dans une éprouvette, enfin, ou dans un bocal, quelque chose, et peut le transplanter. Alors, il peut l'implanter dans l'utérus de la femme de l'ovocyte de laquelle il s'agit. Parce que vous savez que chez la femme, il y a le ventre, une sorte de sac, et puis il y a, c'est l'utérus, et puis il y a la cellule, qui n'est pas, comme elles disent, son corps à elle, mais c'est un corps déjà potentiellement étranger, c'est l'ovocyte. Et donc le spermatozoïde fécondant l'ovocyte, ça donne un embryon. L'ovocyte peut donc être prélevé, fécondé, et alors on peut l'implanter chez sa mère, en somme, ou bien l'implanter chez une autre femme, qui a donc le statut de porteuse, mais qui n'est pas génétiquement, biologiquement, la mère de l'enfant, puisque ce n'est pas son ovocyte. Bien. Alors, cette mère qui porte l'enfant, elle peut ensuite être soit la mère juridique à l'état civil déclarée. Ça pose pas de difficulté, parce que le vieux critère, c'est celui de l'accouchement. L'enfant appartient à la femme qui l'a mis au monde. Enfin, appartient, je veux dire, elle est la mère de l'enfant dont elle accouche. Ça, c'est comme ça depuis toujours. Alors, d'où le problème des mères porteuses. Parce qu'une mère porteuse, qu'est-ce que c'est ? La mère porteuse, dès lors que l'enfant vient au jour, il est remis à une autre femme qui ne l'a pas porté. Et qui peut être d'ailleurs la femme dont on a prélevé l'ovocyte, ou qui peut être une tierce personne. Donc, elle n'a aucune relation avec l'enfant. Bon. Alors, moi, je crois que déjà, pour clarifier ce genre de situation, de manière générale, dans le raisonnement juridique, il est toujours bon d'essayer de rattacher la situation actuelle à des situations passées. Bon. Et je crois que la clé, elle est dans la comparaison avec la nourrice. Alors peut-être me direz-vous que la nourrice, ça n'a rien à voir, que c'est pas bien méchant, etc. Il faut se souvenir que longtemps, au contraire, on a critiqué le phénomène des nourrices. Et on comparait ce phénomène au mercenariat, voire même à l'esclavage. C'est-à-dire payer une femme pour nourrir un enfant qui n'est pas le sien était extrêmement mal vu. Il y a des débats comme ça, des disputes déjà dans l'Antiquité grecque. Et par rapport au statut de la nourrice, je rappelle que dans le Coran, il y a un interdit de l'inceste qui porte également entre frères et sœurs de lait. C'est-à-dire des frères et sœurs qui ne sont pas de la même famille, qui n'ont pas la même mère, qui n'ont pas le même père, mais qui ont eu la même nourrice. Ce sont des frères et sœurs de lait. Et ça génère entre eux un interdit. Ils pourront pas se marier. Bon. Donc il y a quand même un statut fort. Bon. Et par ailleurs, je crois que le progrès technique, là, force à reconsidérer la vision des choses. Et c'est tout à fait traditionnel de se fier d'abord à la réalité. Bon. Aujourd'hui, l'accouchement n'est plus le critère de la vérité biologique, en tout cas. Si l'on veut donner le pas, comme je crois qu'il faut le faire, à la vérité biologique, on est obligé de remettre en question le critère de l'accouchement. Ce n'est pas parce qu'un enfant sort du ventre d'une femme, de telle femme, qu'il est forcément biologiquement le sien. Voilà. Et donc, ça permettrait de résoudre, en tout cas d'appréhender autrement la question des mères porteuses, et également de considérer autrement le phénomène de l'implantation du don d'ovocytes. Parce que je crois que on crée des problèmes parce que l'on ne veut plus voir la réalité et la vérité. La vérité, c'est le sang qui dit la vérité. Et la vérité, c'est que la mère biologique, en fait, de l'enfant, c'est quand même celle dont le corps a produit l'ovocyte. Voilà, c'est ça qui fait le lien au départ réel. Bon, ça n'a jamais interdit le droit d'opérer avec des fictions, de faire comme si c'était la mère alors que ça l'est pas, etc. De même pour le père. Bon. Mais autrefois, la fiction était fondée sur une vérité qui était celle de la réalité. Bon. Aujourd'hui, c'est cette réalité dont on conteste le statut. On voudrait que tout devienne artificiel. Voilà. D'où des débats qui sont des voies sans issue, voilà, dans lesquelles, personnellement, je ne m'engage pas. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
feel the end is near? Motherfucker, you can see the real champions here. You know, we're bringing bloody atmosphere. The end is near. Taste the fear when we appear here. It's time to suffer and bleed, and to stuck you right now in the ground like a seed. We proceed. This is like pain on a beat, cause we are the evil breed. This is the story of the DMT.
a normal eye. Behind the curtain of everyday consciousness is hidden another, unutterably strange mental universe. Dimethyltryptamine, a molecule with a complex name and the simplest ability to unlock the door to another dimension. And perhaps, just perhaps, our future evolution.
errant dans la ville, triste et solitaire, ne sachant où aller pour rencontrer un ami, pensant à mon destin, à mon père, à ma mère. Je me dis que j'ai raté ma vie. Je me dis que j'ai raté ma vie. Oh oui. Dans le visage d'une fille a traversé ma mémoire. Je ne sais qui elle est, son nom je l'ai oublié. Oh, mon image paraît à la surface d'un miroir, et je ferme les yeux pour ne pas la regarder. Et une vie qui est ratée peut toujours se rattraper. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu. Oui. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oh, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. Regardant les étoiles, je pense à tout mon passé. Les nuages sont loin, il n'y aura pas de pluie. J'ai cherché un ami à qui j'aurais pu parler. Je n'ai trouvé qu'un bar où je me suis assis. J'ai vécu, j'aime toujours et je vis. Je veux recommencer là où j'ai échoué. Oh, l'espoir nous a fait vivre, cet espoir est mon ami. Et si hier j'ai perdu, à demain je gagnerai. Car une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es pauvre, si tu te sens malheureux, oh, oublie la pensée des autres et donne tout ce que tu peux. Oh, une vie qui est ratée peut toujours se rattraper, oui. Un amour qui est déçu, oh, ne sera jamais perdu, oui. Si tu crois que tu es pauvre,